La Voix des métiers, les podcasts de l'orientation. Dans cette deuxième saison, nous partons à la découverte de la durabilité dans les métiers. Protéger, éduquer et prévenir. Telle pourrait être la définition du métier d'inspecteur, inspectrice de police faune-nature. Grands protecteurs de la biodiversité, les acteurs de cette profession sont au cœur des enjeux liés à la durabilité. C'est dans les bois du Jorat que nous avons rencontré Claire et Louis, respectivement inspectrices de police faune-nature et inspecteurs de police faune-nature spécialisés dans la pêche et les milieux aquatiques. Ils partagent avec nous leur passion pour une profession porteuse de sens, mais aussi leurs inquiétudes face à l'impact de l'homme sur l'environnement. Ah, t'as vu Claire, le barrage de Castor, il a rompu là. Ouais, c'est impressionnant, parce qu'avant il y avait... Enfin, on voit là qu'il y avait l'eau qui était quoi, 1 mètre plus haut. Hein. Ouais, même 2 mètres, je pense. Ouais. Je m'appelle Claire, je suis inspectrice de police faune-nature au canton de Vaud et je m'occupe principalement des distrifrons et des OREM. Les OREM, c'est des zones des radars pour les oiseaux d'eau et les oiseaux migrateurs. Je m'appelle Louis, je suis inspecteur de la police faune-nature, spécialisé dans la pêche et les milieux aquatiques. Je m'occupe de la région, grosso modo de la Venoge, de son embouchure jusqu'à ses sources et de ses affluents. Le corps de police faune-nature, donc qui est rattaché à la Direction générale de l'environnement, on est là pour appliquer toute la législation en lien avec la faune, enfin la nature, et également ce qui va avec la chasse, la pêche, et tout ce qui est protection des milieux. Et aussi tout ce qui est la gestion de la faune, aussi bien qu'elle soit terrestre que piscicole. Et du coup, on a un certain nombre de tâches de police, de surveillance, aussi bien des chasseurs, les pêcheurs, les usagers de la nature en général, les randonneurs, enfin toutes les personnes qu'on peut trouver dans la nature. Alors pour ma part, je m'occupe principalement de tout ce qui est donc milieu aquatique, donc tout ce qui tourne autour de l'eau. Autour et dans l'eau, en fait, sur ces berges. Donc, c'est aussi bien dans les lacs, dans les plus grands lacs qu'on a, comme les étangs aussi, les rivières. On s'occupe effectivement, bien sûr, du respect du respect des lois, en fait, que les pêcheurs pratiquent correctement la pêche, mais aussi que des chevaux ne circulent pas dans les rivières de mauvaise période, ou que des vaches ne pâturent pas dans les rivières. Ça, c'est clair, c'est une grande partie de notre métier. C'est surtout la surveillance de la qualité des eaux qui concerne les pollutions principalement. Ça, c'est aussi un grand aspect de notre métier. Effectivement, on a une urbanisation galopante. Alors, on ne travaille pas qu'au milieu forestier ou au milieu naturel. On travaille beaucoup en ville, là où la population est la plus grande, justement pour ces questions de pollution en général. Et puis, c'est clair qu'on va sauver des animaux justement avant des travaux par des pêches qu'on dit électriques. Simplement, c'est une méthode de capture des poissons. On va aussi s'occuper de faire des recensements pour les écrevisses, pour les poissons. Depuis 2024, enfin même un petit peu avant, on a changé d'appellation. Maintenant, on est passé à inspecteur. Et c'est aussi pour bien que les gens comprennent notre rôle, parce qu'on est assermenté. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire des dénonciations, on applique le code pénal. Donc, c'est-à-dire on a les mêmes pouvoirs judiciaires que la police cantonale. Après, pas pour toutes les lois. Nous, on est axé sur les lois en lien avec la faune. On ne peut pas aller gérer une affaire de stupéfiants ou autre, qu'on soit bien d'accord. Mais on peut et on dénonce des délits, donc avec des auditions, avec des procédures pénales, avec tout ce qui va avec. On est armé, on a une arme de poing, on a un certain nombre de compétences qui fait qu'on a ce terme de police qui est tout à fait justifié par nos tâches quotidiennes. C'est étonnant parce que moi j'ai vu le cours d'eau avant le castor, au début de l'installation du castor, le début des petits lacs, on va dire. Puis là, c'est que ça fait un peu bizarre de voir comme ça. C'est vrai que ça, c'est impressionnant. Ouais. J'avais mes fonctions ici il y a 2 ans. Ouais. Et puis, ils étaient très actifs dans le coin. Ils abattaient pas mal d'arbres. On voit là tous les troncs coupés là, qui est en bas en taille crayon. Là. Et puis, les petits, ils sont partis. Ils ont fait des petits ces 2 dernières années qui sont montés 200-300 mètres en amont. Là. Mais... la journée type, s'il y en avait une, ce serait bien lassant. Heureusement, ça ne l'est pas. Effectivement, ça peut être justement aussi de simplement des contrôles.
contrôle, comme simplement ce matin où j'ai rencontré une dame qui promenait des chiens qui n'étaient pas tenus en laisse dans le milieu forestier. Ça peut être aussi un agriculteur que j'ai rencontré ce matin qui brûlait des tas de plastique devant sa ferme. Ça peut être ce genre d'activité, bien sûr, qui engendre par défaut, de facto plutôt, des dénonciations qui nous font faire pas simplement de bureaucratie, qui présentent 50-60% de notre travail. Il faut être conscient de ça. Donc tous les rapports de dénonciation, que ce soit aux préfectures ou au ministère public. Donc effectivement, ça c'est une bonne partie du travail, mais une bonne journée de travail, je dirais que c'est effectuer un ou deux de contrôles au bord des rivières, que ce soit des pêcheurs, des gens qui y circulent, ou simplement de regarder l'aspect de l'environnement. Et puis après, ça peut être aussi sur le lac, la même chose, c'est-à-dire qu'on contrôle aussi la pêche professionnelle bien sûr, mais aussi les usagers qui utilisent le lac, la pêche de loisirs, les skis nautiques ou que sais-je, tout ce qui peut avoir une influence sur l'environnement en fait. Une journée elle peut être très très variée, ça peut aussi aller passer le mode de nuit aussi pour tout ce qui est pour le braconnage, ça peut arriver aussi d'essayer d'attraper des gens qui braconnent la nuit, qui essaient d'attraper des espèces la nuit, ou bien des recensements simplement pour typiquement les écrevisses qui se passent de nuit à la lampe de poche aussi, on va compter durant toute la nuit des écrevisses. Donc ça fait aussi partie du métier. Pour ma part, une journée type, alors qu'elle peut être très variable, autant ça peut être une journée où il n'y a rien de programmé, où je vais faire que de la surveillance dans mes sites. Donc quand je parle de surveillance, c'est s'assurer que les gens respectent la législation qui s'y réfère. Donc ça va être des patrouilles aussi bien en VTT, à pied, en voiture, l'hiver en raquette ou en ski de randonnée. Donc là, c'est pas mal de présence sur le terrain, aussi pour informer les gens, dans certains cas, sensibiliser, dans les cas nécessaires, appliquer les lois par des sanctions, que ça puisse être des amendes d'ordre ou des dénonciations en préfecture ou en cas de délit au ministère public. Donc c'est assez varié. Et lors de ces surveillances, bien sûr, il faut aussi de l'observation de la faune. On profite d'observer un peu qu'est-ce qui s'y passe. Donc il y a des journées où je vais faire que de la surveillance. Il y a des journées où il y aura peut-être un comptage. Par exemple, là, on est dans la période où on va commencer les comptages pour le Grand Tétras, dans le Jura. Où là, c'est des comptages qu'on fait en soirée et au petit matin. Donc on dort dans des tentes d'affût sur place. Moi, j'ai aussi tout le balisage des sites où je participe, donc il y a dans certains, parfois je dois aller faire des repérages, où est-ce qu'on peut mettre des panneaux, où est-ce qu'il faudrait améliorer. C'est quand même très varié, ça dépend beaucoup des saisons, aussi beaucoup de la météo. Là, on voit que le niveau de l'eau était beaucoup plus haut à l'époque. On voit les accumulations de boue et de branchages qui se sont faits durant ces années où le Castor avait son barrage. Et puis on voit qu'aujourd'hui, la rivière reprend son lit initial, un bon mètre et demi en dessous du niveau de la vase. Et puis on verra comme ça va évoluer. C'est tout un nouveau milieu pionnier qui s'est découvert. Alors au niveau de l'impact des déchets, c'est vrai qu'on a l'impression que la Suisse c'est propre, que c'est quelque chose les déchets sont parfaitement gérés, que tout va bien. Après, on a typiquement une réserve, donc l'Orem des Grangettes, qui est une réserve pour les oiseaux d'eau et migrateurs au bout du lac Clément, à côté de Neuville-Villeneuve, où là, quand il y a des grandes crues, quand il y a beaucoup de vent d'ouest, il y a tous les déchets du lac Clément, plus tout ce qui vient du Rhône, donc du Valais, tout ça, qui se dépose sur les berges. Et on arrive vraiment à avoir des rives qui sont... c'est assez affolant. Je pense que les gens n'ont pas conscience, mais on peut, sur 50 cm de profondeur, on peut trouver des bouts de sagex, beaucoup de bâtons de Q-tips. On a vraiment énormément de déchets. Alors les pollutions, je pense qu'il faut entendre... Il y a plusieurs types de pollution. On parle souvent des pollutions, on pense à l'eau, bien sûr, mais il y a aussi la pollution de l'air, et la pollution des sols. Donc c'est pour ça qu'on a divers cadres légaux, divers lois en fait, qui existent à ce sujet-là. Et puis effectivement, moi je m'occupe principalement de la pollution des eaux, mais comme ce matin, je vous l'ai dit, j'ai eu l'affaire avec quelqu'un qui brûlait, qui incinérait des plastiques, donc c'est la pollution de l'air qui va rentrer. Donc nous, on est chargé d'appliquer toutes ces lois. Concernant l'eau, c'est vrai qu'on s'est amélioré dans pas mal de domaines, mais actuellement, la grosse différence, c'est que c'est les types de polluants, je pense, qui ont beaucoup changé. Les gens sont convaincus que c'est propre parce que l'eau est claire, mais c'est pas parce que l'eau est claire qu'il n'y a pas de pollution. Donc on a plus de difficultés à comprendre quels sont les polluants. Les enquêtes sont un peu plus compliquées qu'avant. Ça, je pense, c'est un gros enjeu. Ce sera des gros sujets encore qui vont venir à l'avenir, en fait.
La population vaudoise a beaucoup augmenté ces dernières années. Les gens aussi, suite au Covid, ont développé plus d'intérêt d'aller en nature. On voit qu'il y a beaucoup de sports qui se pratiquent en nature, qui ont été peut-être... Enfin, maintenant, les gens ont plus d'intérêt. Avant, il y avait moins de gens qui faisaient du trail, il y avait moins de gens qui faisaient du ski de randonnée, il y avait moins de gens qui faisaient des raquettes à neige. Et du coup, il y a beaucoup de monde dans la nature, aussi hors sentier. Et c'est principalement ça qui peut être dangereux pour la survie des animaux du gibier et de leur reproduction. Surtout, c'est qu'en période hivernale, en cas d'enneigement, il y a plein d'espèces qui peuvent être dérangées. Ça peut mettre, par exemple, par un randonneur en ski qui va où il y a des lacopèdes, je vais jamais arriver, des lacopèdes qui peuvent les déranger. Ça va demander un grand effort pour ces animaux. Ils doivent prendre la fuite, ils vont dépenser beaucoup d'énergie. Si l'hiver est très rude, ça peut vraiment mettre leur survie en péril. Et puis, comme je disais, sur la reproduction, sur des oiseaux qui ont peut-être fait leur nid au sol ou un gibier qui s'apprête à mettre bas quelque part, la présence d'humains, ça peut le stresser, et ça peut avoir des conséquences sur le développement, enfin le maintien et l'évolution de l'espèce. N'importe qui, même un piéton, avec même un photographe, je ne sais quoi, avec tout le respect qu'il peut avoir, il va faire un dérangement. C'est obligatoirement, un être humain est un animal qui rentre dans une forêt, qui rentre dans un milieu naturel, il va déranger des espèces de toute manière. Alors, le but, c'est vraiment, en suivant les bonnes règles, les bonnes pratiques, de moins déranger possible. C'est ça qu'il faut avoir en tête, à mon avis. Et puis vraiment retrouver un respect pour l'environnement, une compréhension de ce qui nous entoure, en fait. On va descendre un petit peu en dessous dans la rivière. Là, on va essayer juste de pouvoir faire un petit sondage, de voir ce qu'il y a comme poisson. Donc, on va utiliser le moteur de pêche électrique. On descend 100 mètres, puis on y va. Ouais, ça marche. Parfait. Il y a des comportements qu'il ne faut pas avoir. Là, les animaux sauvages se débrouillent très bien tout seuls. C'est sûr, c'est quelque chose qui est... Enfin, c'est pas quelque chose qui est doux et tendre de vivre dans la nature. Les plus faibles, bien souvent, ils périssent. Mais c'est aussi ça qui permet d'avoir une espèce après qui est solide. Parce qu'au final, ça fait un tri. Peut-être qu'il y a une meilleure génétique qui est préservée. Et c'est ça que c'est un peu contradictoire parce que les gens veulent faire beaucoup pour la nature. Mais quand on leur dit, ou pour les animaux, mais quand on leur dit « Ah, vous pouvez pas faire ça ici, dans cet endroit, parce que c'est un milieu, c'est un habitat pour telle espèce qu'il faut protéger », ils vont avoir de la peine à respecter. Et c'est là où c'est aussi des fois, c'est un peu frustrant parce qu'on a envie de dire aux gens, oui, mais là, vous voulez sauver ce petit oiseau qui est tombé du nid. Là, vous êtes chez lui. Peut-être que vous avez installé votre place de pique-nique à un endroit où il y a peut-être une fleur importante, où il y a peut-être des salamandres qui sont sous les pierres. Vous allez peut-être déplacer, faire des barrages dans les rivières. Et tout ça, c'est des choses en fait qu'il faut... c'est l'habitat des animaux sauvages et c'est tout autant important que de vouloir aller soigner un oiseau qui aurait une aile cassée ou quelque chose comme ça. La nature n'a pas besoin de nous, au contraire, elle a besoin qu'on la laisse tranquille. Et puis bien sûr que nous, on est là en fait au moment où l'homme il rentre en interaction avec la nature. Là où la nature se plaît, où il n'y a aucun problème, on n'y va pratiquement pas en fait. Là où on se retrouve, c'est où il y a des confrontations entre l'être humain et la nature. Et c'est vrai que de nourrir des animaux est un exemple où justement c'est contre-productif parce qu'on va certainement affaiblir la lignée génétique. La nature a besoin de souffrir pour s'endurcir. Donc on doit laisser aussi, la nature elle est faite de souffrance, elle est faite de ça. Bon alors Claire, je te laisserai juste le moteur, juste appuyer sur le bouton de l'homme mort, la sécurité, d'accord. Et puis on va essayer maintenant de voir ce qu'il y a comme poisson dans cette rivière. Ça marche, c'est parfait, merci. On traite principalement de la pollution des eaux, qui est un délit, qui est dénoncé au ministère public, qui finit devant les tribunaux. C'est quelque chose qu'on a de plus en plus, on dénonce de plus en plus d'infractions. En 2022, 158 pollutions ont été dénoncées, que ce soit par notre corps ou celui de la police cantonale. Donc, dont 70% des auteurs ont été identifiés. Donc, on n'arrive pas simplement à identifier les pollueurs. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quotidiennement, il y a des pollutions sur notre canton. On ne les voit pas toutes parce que beaucoup des rivières ou des ruisseaux sont simplement invisibles ou invisibles. En tout cas, personne ne se promène au bord et puis personne ne constate ces problématiques. Mais j'ai eu une pollution justement vers Villeneuve, une fois dans une petite rivière, là, où j'ai ramassé environ 150 kg de truites mortes suite à un déversement, en fait, un dysfonctionnement de la station d'épuration.
Ce qui peut arriver assez fréquemment. Y a comme l'augmentation démographique, ça génère des problèmes partout. Et c'est vrai que les stations d'épuration est un problème aussi, qui est en augmentation. On parle de micropolluants, mais il faut déjà commencer à parler des premiers polluants qui sont les papiers, les serviettes hygiéniques ou je ne sais quoi, et tout ce qui se trouve dans l'eau. Et les stations d'épuration sont mis à rude épreuve. C'est pour ça que tout le canton s'affaire à faire leur séparatif aussi, qui est très très important de séparer les eaux de pluie, des eaux usées. Mais il y a encore beaucoup de travail, encore beaucoup de choses à changer. On court derrière, comme on dit un petit peu. Donc voilà, Claire, on a capturé là deux petites truites, qui sont les truites de l'année dernière. Elles ont environ une dizaine de centimètres, un peu moins, 8-10 centimètres. Donc c'est des truites fario, des truites de rivière qui sont nées ici. Certainement c'est des descendantes du parc périurbain de Lausanne. Donc on va les remettre à l'eau pour pas qu'elles souffrent. Et puis on va les laisser continuer leur vie. Si je prends l'exemple par exemple du loup, parce que tout le monde en parle, mais c'est un animal qui est revenu chez nous relativement récemment, et on voit tout ce qu'il a engendré en fait comme problématique, comme discussion, comme inquiétude, et puis ça a généré d'ailleurs deux postes à plein temps chez nous. Donc c'est vraiment ça. Je pense que notre avenir en fait il va dépendre vraiment aussi de ce qui va arriver. On voit qu'il y a des espèces invasives qui arrivent chaque année, que ce soit au niveau terrestre ou aquatique. Il y aura d'autres problématiques. Est-ce qu'il y aura d'autres agents spécialistes qui vont être nommés? Notre futur, c'est les problématiques qu'on a liées au réchauffement climatique. Dans les milieux aquatiques, qui sont déjà perceptibles pour beaucoup d'entre nous, on l'a déjà vu. Bien sûr, les lacs qui sont plus chauds, c'est pratique pour la baignade l'été. Même les rivières, maintenant, qui sont beaucoup plus abordées, effectivement, par les baigneurs, prises d'assaut. Mais on a déjà un gros problème, c'est le manque d'eau. On a maintenant un déficit hydrique très très important ces 2 dernières années. Pour vous dire un exemple, comme je le disais tout à l'heure, on est en recensement national, donc il se fait tous les 10 ans, on recense les mêmes tronçons des mêmes rivières tous les 10 ans, on compte en l'occurrence des écrevisses à pattes blanches pour voir leur évolution, si c'est stable ou si elles disparaissent ou au contraire elles augmentent. Et un tronçon que je devais aller faire l'été dernier, je suis arrivé, le tronçon était sec. On n'avait plus d'eau. Donc il y a 10 ans, il y avait de l'eau partout, il y avait des centaines d'écrevisses, et l'année passée, il n'y avait plus d'eau, donc plus d'écrevisses. Donc on a des changements, les têtes de bassin principalement, donc les petites rivières qui s'assèchent complètement. Donc on a une disparition d'espèces qui peut être très très rapide et très violente. Donc c'est des problématiques qui viennent de plus en plus. On a bien sûr avec le réchauffement climatique le réchauffement de l'eau qui est vraiment aussi très très important. On a des espèces qui sont sensibles, l'ombre commun, la truite de rivière, qui ont tendance à vraiment à disparaître dans nos rivières, mais aussi dans les lacs. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on se rende compte que le réchauffement climatique, il n'a pas que des impacts sur les végétaux, mais aussi sur tout le milieu aquatique. Donc on va avoir un changement au niveau aquatique. C'est pour ça qu'il faut essayer de préserver un maximum les milieux humides, les marais qui sont des éponges en fait, qui vont rendre l'eau durant l'été et qui sont très 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 importants, d'ombrer les rivières, de mettre des arbres, de planter au bord des rivières, de vraiment laisser cette eau froide, le plus froide possible. C'est vraiment la préservation de notre biodiversité et notre patrimoine dont on parle. Donc il faut vraiment se soucier de ça. Et il va y avoir une grande évolution les années prochaines. Et puis on va avoir l'émergence certainement de nouvelles espèces aussi. Donc on verra un peu ce qui va nous arriver. Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.